écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Dans cet épisode de So Sweet Planet, nous allons parler de Neuf, un très beau roman graphique qui nous entraîne dans un voyage intérieur, étonnante exploration d'une jeune femme dans les méandres de son moi, au cours d'une retraite de 10 jours aux allures un peu austères, complètement déconnectée et en silence complet. C'est beau, c'est captivant, c'est drôle, profond et très pertinent dans le contexte actuel. Vous allez comprendre pourquoi, je pense, au cours de cette interview. On peut assez facilement se retrouver aussi dans ce que vit cette jeune femme par plein d'angles différents, certains que nous allons aborder, certains que je vais vous laisser découvrir en lisant le livre ou en écoutant le podcast, puisqu'il y a un podcast lié à ce roman graphique. Donc, on la suit dans ses interrogations, ses réflexions. Et pour nous en parler, je vous propose une rencontre avec l'autrice de Neuf, la scénariste, réalisatrice, animatrice, elle a beaucoup de cordes à son arc, Anne-Sophie Delcourt. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec plaisir, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à lire ce livre, ce roman graphique. Et je voulais dire qu'en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que j'appréhende toujours un peu quand je vois arriver ce type de projet, parce que dès qu'il est question de développement personnel, on ne sait jamais trop comment ça va être amener, quelles sont les intentions de la personne. Là, il y a une justesse, je trouve, un équilibre dans le ton, les tons apportés. Il y a, les images sont magnifiques, on va en parler. Et puis, je trouve que ça peut parler à plein de gens et c'est un vrai cheminement qui fait partie des cheminements que je souhaite mettre de plus en plus en avant actuellement, parce que on va discuter d'ailleurs pourquoi. Mais avant, je vais lire le petit résumé. Souvent, je commence comme ça. Les auditrices et auditeurs sont habitués à ça. Il faut attendre un petit moment, mais au moins, on va résumer en quelques mots tout ce dont on va parler après. Donc, à 35 ans, Automne, c'est son prénom, lutte contre des incendies intérieurs. Elle décide de partir en retraite de méditation et de silence. Pendant 10 jours, elle devra se tenir loin de tout écran, avec l'interdiction d'interagir avec les autres, d'écrire ou même de lire. Pour la première fois de sa vie, elle décide d'écouter et de croire en son corps. Elle le laisse lui montrer où il a mal pour qu'enfin elle puisse penser les blessures qui ressurgissent du passé. Ce roman graphique est une ode à la nature et à l'écoute. Il critique une société qui pousse à la productivité, où l'humain est à la fois hyper connecté et profondément déconnecté de lui-même, de son corps, de l'environnement et des autres. Il démontre l'importance de prendre le temps de se retrouver soi-même pour mieux se comprendre et d'enfin accepter le passé pour pouvoir guérir. Il fait du corps une bibliothèque dont chaque livre contient des histoires qui peuvent révéler des secrets aussi sublimes que douloureux. Sous les crayons de couleur de Manon Carcenti, les illustrations prennent vie. La couleur remplace petit à petit le noir et blanc, une métaphore symbolisant l'ouverture de cœur et d'esprit d'automne. Alors je me disais ce matin, pour ancrer bien dans l'actualité cette interview, je me disais ce matin que c'était quand même étonnant qu'on ait calé cette interview aujourd'hui, donc nous enregistrons le 10 septembre, jour du mouvement Bloquons tout, donc jour de bruit, de colère, de chaos sans doute un peu, et nous allons parler de retraite dans le silence, parce que cette jeune femme, au début de l'histoire, on la sent quand même un peu à cran aussi, non ? Oui, c'est vrai que ça sonne bien avec l'agenda, parce que c'est vrai que je pense que l'objectif de ce roman graphique, c'est de proposer une réflexion sur la lenteur dans notre quotidien et l'isolement dans le silence. Dans un monde qui va toujours plus vite, dans un monde qui nous demande d'être rentable, d'être productif, et où la notion d'être, de juste respirer et d'être dans la nature, à juste utiliser sa machine, comme je l'appelle pour parler du corps, oui. C'est une notion qui réclame un effort aujourd'hui dans notre quotidien et dans notre société. Donc oui, ça a du sens pour moi, parce que je pense que derrière, il y a un message profondément écologique de qui on est dans ce monde hyper connecté et comment on se sent finalement hyper connecté, mais profondément déconnecté de notre
corps, de nos émotions et de notre rapport et de notre responsabilité à la nature et au respect de celle-ci. Donc oui, ça a du sens pour moi parce que je me suis rendu compte que c'était le plus gros des efforts, comprendre en fait pendant ces 10 jours, parce que même si je prends un personnage principal qui s'appelle Automne, finalement c'est une expérience que j'ai vécue. Voilà, c'est ton histoire. Le plus gros effort, c'était de me rendre compte que pendant 10 jours, j'allais disparaître de mon quotidien, de mes proches et de mon cadre professionnel. Et la plus grande leçon d'humilité que j'ai prise à l'issue de ces 10 jours, c'est de me rendre compte que je n'étais rien et que le monde continuait de tourner parfaitement sans moi. Donc ça, c'est quelque chose qui vous remet bien en place parce que je pense que chacun, à notre manière, on se sent important, indispensable au monde. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas et que se succèdent les humains là où les arbres sont là depuis des centaines d'années et nous regardent, je pense, en rigolant un peu de toute cette mascarade qu'on met en place dans notre quotidien et dans cette façon qu'on a de se prendre au sérieux. Oui, un peu de vanité. Mais rien, je pense pas que tu sois rien quand même. Non, mais c'est pas rien, mais Oui. c'est important quand même de remettre ce qu'on fait et ce qu'on est Oui. En place. Tout à fait. Par rapport à ce qui est profondément important. Oui, oui, et moi, oui. je me suis rendu compte aussi que j'étais moi-même encombrée par pas mal d'incendies intérieurs, comme je les appelle, Oui, pas mal oui. de questionnements existentiels. Sauf que il y a un endroit où, quand on se soucie autant de soi, on oublie qu'en fait, il y a d'autres gens autour, on oublie qu'il y a d'autres choses plus importantes et que finalement, le vrai cœur de la vie, c'est de réussir à dealer avec ces émotions qui sont parfois encombrantes et désespérantes, mais qu'à la fois, ça ne doit pas venir blesser les relations autour. Donc je pense que l'expérience du silence, elle m'a ramenée aussi au fait de prendre la responsabilité de mes émotions et de prendre aussi la responsabilité des relations qui sont autour de moi et qui sont importantes et dont je dois prendre soin. Oui, tout à fait. Et on sent bien ce réajustement de cet équilibre en fait entre toi et les autres et que l'on a tous à faire, je pense. Mais je voulais lire la petite intro aussi, là, parce que je trouve qu'elle pose bien de où tu écris, en fait, où tu dis ce récit s'inspire de 10 années d'exploration personnelle et d'une retraite de silence effectuée en 2022. Il ne reflète aucun dogme, mais une expérience intime laissée à la libre interprétation. Donc ce cheminement intérieur, tu l'as exprimé aussi en son par un podcast, en 2 épisodes. Tu l'exprimes en images avec ce roman graphique. Comment il est né, le projet de roman graphique? Est-ce que les 2 projets sont nés simultanément ou le roman a suivi le podcast? Ou comment ça s'est mis en place, toutes ces façons d'exprimer cette histoire? Alors, au tout départ, je savais que je voulais écrire une histoire sur la peur et sur le fait de ne pas comprendre cette peur invisible qui venait changer mon quotidien et qui venait interférer. Donc j'ai fait une première résidence d'écriture, je pense que c'était en 2021. Ça n'avait pas du tout, le sujet n'était pas tout à fait le même. Et puis ensuite, j'ai continué à écrire, mais je ne trouvais pas vraiment ma ligne conductrice. Mais pour moi, c'était plutôt un film au départ. Ensuite, j'ai fait une autre formation à l'école de cinéma La Fémis. Ah oui. Là, de nouveau, c'était une volonté de raconter un film, mais avec tous les enseignements que j'ai reçus là-bas, j'étais assez perdue. Et à la suite de cette formation, en du coup 2022, j'avais ce rendez-vous pour suivre une thérapie accompagnée sous MDMA, donc une drogue, accompagnée aussi avec un thérapeute. Et j'avais ce rendez-vous et je me disais à la base que je voulais filmer ce trip sous drogue. Et la réalité, c'est que ce sont des endroits thérapeutiques qui sont anonymes parce que illégaux en France. Et donc, j'ai pas réussi à négocier avec mon thérapeute de pouvoir enregistrer tout ça, de pouvoir en faire quelque chose. Mais je me suis dit, bon, bah, la vie me rattrape. J'ai à continuer mon chemin de guérison et à abandonner cette volonté de film. Et puis, je suis partie à cette retraite de silence en me disant, en fait, j'ai dépensé énormément d'argent en reconstruction, dans des soins multiples. J'ai toujours pas la réponse à pourquoi j'ai tant peur. Et je me suis dit, ben, je dois vivre ça aussi pour essayer de retrouver une indépendance et une autonomie émotionnelle. Et le silence, c'était ça un peu la clé de cette expérience de 10 jours. C'était essayer de voir comment je suis encore en mesure de vivre avec moi-même toute seule sans réclamer de l'aide autour. Et donc, j'ai vécu cette expérience qui était sensoriellement hyper intense et magnifique et aussi difficile. Mais donc, l'envie de le raconter en roman graphique était une évidence à la sortie de ces 10 jours parce que
je ne voyais pas comment le raconter autrement qu'en dessin, parce que la portée sensible du trait de Manon Carcenti qui illustre Neuf me permettait en fait de raconter des états émotionnels qui sont très difficilement adaptables en mots. Et ça m'intéressait aussi que le lecteur puisse lui-même trouver une interprétation à ses ressentis. Donc, la volonté de roman graphique, elle est venue directement après ça. Et en fait, je me suis dit, je vais m'offrir un truc qui n'existe pas tant en littérature, parce que en fait, je trouve que la littérature ou même la BD, elle est régie selon des règles narratives très strictes. Voilà, il y a une façon très claire de raconter une histoire. Et en fait, moi, il m'intéressait de me dire, est-ce que je peux raconter cette histoire en ne répondant pas à ça et en utilisant ce que j'appelle, enfin, ce qui s'appelle l'endophasie, c'est-à-dire une construction de pensée qui est basée sur pas forcément une structure même au niveau de la phrase, mais dans ce qui nous traverse en pensée et qui habituellement, ces pensées ne sont pas censées être partagées au public. En fait, on parle pas comme ça parce que parfois il manque des compléments, il manque des verbes, etc. Et ça m'intéressait de voir est-ce que je peux construire une histoire en étant libre des règles habituelles de narration. Oui. Donc ça, c'était vraiment un parti pris du roman graphique. Me dire, ok, je vais essayer de faire une économie de mots, alors que j'ai choisi moi-même des métiers d'expression, donc que les mots sont importants et que je me suis rendu compte aussi que les mots permettaient de dissimuler des états émotionnels par ailleurs. Donc, en me rendant compte de ça, je me disais, est-ce qu'il est possible de créer ce défi, de essayer de minimiser les mots pour laisser la place au dessin, pour raconter cette expérience qui, je pense et j'espère, se ressent plus que se lit. Oui, 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 tout à fait. Et comment vous avez travaillé alors avec Manon Carcenti, parce que tu lui as exprimé toutes ces émotions, ces ressentis pour qu'elle les mette en image, ou bien elle a improvisé en fonction des ressentis qu'elle percevait en lisant ton texte? Comment vous avez travaillé ensemble, texte et image? Comment ça s'est fait? Alors, non, enfin, en réalité, moi, je me suis aperçue, c'est mon deuxième roman graphique, Oui, je me j'ai suis vu ça. aperçue au cours du premier que j'avais une écriture qui venait visuellement, c'est-à-dire que j'écris les textes et par ailleurs, j'ai une idée très claire du storyboard, c'est-à-dire des dessins, de l'action, de comment, de l'angle de vue, de la lumière, Ah oui. de la proportion des corps. Et donc, j'écris avec des afro-dessins Mhm. qui expriment en tout cas les didascalies. Et je joins à ça aussi des didascalies émotionnelles pour vraiment qu'elle puisse enrichir sa propre création de ce que j'ai ressenti en mots et en dessin. Et ensuite, on passait à la phase où elle faisait des tests et on réajustait parce que parfois, et c'est ça qui était formidable dans cette collaboration, c'est que elle avait parfois une toute autre vision visuelle des choses et donc je réajustais aussi. Et moi, j'étais très heureuse de voir que je pouvais, sur le premier roman graphique, avoir une volonté de contrôle sur le dessin et que là, il m'était intéressant aussi de questionner ça et de la laisser se saisir de l'histoire et de la raconter aussi à travers ce qu'elle ressentait elle. Donc j'ai adoré la liberté, enfin qui j'espère était assez grande pour elle. J'ai adoré qu'elle puisse s'emparer aussi de ce ressenti pour le raconter à travers ses propres émotions. Oui. Oui, avec son talent artistique Ah propre. oui. Et, oui. Donc, tu as dit, il y en a qui passent leurs économies dans un appartement. Moi, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros en développement personnel. Donc, tu as multiplié les expériences. Tu le présentes d'une façon assez amusante dans le premier épisode du podcast. Donc, c'est finalement cette expérience que tu as choisie pour ce roman graphique parce que c'est comme un... pas un point final parce que c'est jamais fini, mais enfin, c'est lors de cette expérience-là que tu touches le nœud du problème, en fait. Oui, ben, je sais pas si j'aurais pu faire autrement, mais c'est vrai que j'ai dépensé l'équivalent d'un prêt pour obtenir un appartement en réparation, ce qui est assez dramatique et rigolo par ailleurs, parce que je regrette aucune des expériences réalisées. Mais c'est vrai que ça m'a amené à une confrontation assez réelle, c'est que à vouloir se réparer autant, finalement, on raconte à qui veut l'entendre et à autant de thérapeutes qu'on va mal. Et donc on entretient une forme de souffrance et on s'immobilise dans un passé, dans des symptômes, etc. Donc cette prise de conscience, elle est arrivée quand je me suis retrouvée un peu fauchée. Mhm. Je me suis dit,
bah, vraiment oui, qu'est-ce qui reste de mon autonomie émotionnelle et comment je peux tester ça? Et c'est vrai que l'expérience d'isolement pendant 10 jours où on est en contact avec personne et où on est reclus dans le silence était pour moi, la pire des situations pour s'en rendre compte et en même temps la meilleure. Parce que j'avais besoin à retrouver, une indépendance par rapport à tous les thérapeutes et puis aussi une prise de conscience que je ne peux pas en fait, m'opposer à ce qui se passe de bien ou de mal dans ma vie. En fait, on ne peut pas. L'expérience humaine, alors c'est peut-être juste grandir, et j'étais peut-être très naïve jusqu'à 37 ans, mais je me suis aperçue que j'allais chercher dans ces espaces thérapeutiques aussi un monde illusoire, utopique, alternatif, avec des gens qui se parlent bien, qui sont doux, etc. Mais c'était aussi s'imaginer une chose qui n'est pas, qui n'est pas réelle, parce que Oui. le monde est fait de mauvaises et bonnes nouvelles, et que j'avais à apprendre à accepter d'être traversée par des mouvements qui sont peut-être plus forts chez moi parce que je suis hypersensible, mais que j'allais de toute façon pas transformer les choses. Je ressens les choses très fortement. Il va m'arriver des merdes, il m'en est arrivé. Et par ailleurs, ça ne fait pas obstacle à la joie. Mais en fait, le vouloir pourchasser absolument les émotions négatives, les enfermer. Donc, j'ai appris à travers la méditation à me dire, OK, est-ce que je peux observer ce mouvement émotionnel hyper fort et le laisser s'échapper Oui. tout en le vivant? Mais putain, quel apprentissage. Pardon pour le putain. Oui, et moi, c'est ce qui m'a plu aussi dans toutes ces descriptions que tu fais avec humour, c'est que, bah, effectivement, il y a aussi cette partie d'illusion, de à chaque fois croire que le monde des personnes qui sont dans cette même quête est un monde moins dur, de personnes, comme tu dis, qui se parlent bien. Et en fait, bah, les êtres humains sont des êtres humains, donc avec leur bon côté et leur mauvais. Alors, peut-être il y en a qui font plus attention que d'autres, justement, à leur interrelation, à ce qu'ils émettent dans leur environnement, ça heureusement quand même. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez bien vu, toutes ces analyses au fur et à mesure que tu avances et que tu multiplies les expériences. J'ajouterais même que je me suis aperçue, et je pense que c'est presque un passage obligé pour toutes les personnes qui partent un peu comme moi dans une frénésie thérapeutique, c'est qu'à un moment donné, je ne me suis plus sentie pisser. Je me suis dit, ah mais moi j'ai compris le monde, ah mais Oui. moi j'ai compris comment il fallait s'adresser aux autres, ah mais moi j'ai compris comment il fallait se comporter. Et je jugeais finalement tous les gens qui ne passaient pas par la même trajectoire que moi. Oui. Et donc j'ai développé une espèce de grosse tête spirituelle, une espèce d'ego où j'avais mieux compris le monde, moi, à Sophie Delcourt, à 35 ans. En fait, le problème, c'est les autres. Et donc, en fait, je crois que c'était aussi très utile de pouvoir raconter à quel point peut s'immiscer à nouveau l'ego alors qu'on croit s'en distancer Oui. dans ces thérapies où on se croit supérieur au reste de la population. Oui, oui, oui. C'est sans doute là où le travail sur soi vient rejoindre une forme de capitalisme où finalement on finit par se sentir supérieur. Mais donc, si ce travail sur soi et ces thérapies amènent à se sentir hiérarchiquement supérieur aux autres, c'est vraiment le pire et le comble de tout Oui, ça, quoi. oui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça doit pas pouvoir, ça amène pas à des solutions très stables d'ailleurs. Moi, j'ai déjà remarqué que les personnes qui, comme ça, ont ce complexe de supériorité, croient avoir tout compris suite à un cheminement spirituel, souvent, c'est pas les personnes que j'ai le plus admirées dans ce genre de cheminement, on va dire. Mais Parce que justement, il y a quelque chose qui est pas à sa place, quoi, qui est pas compris. Après, j'ai la sensation, et c'est ça peut-être que j'essayais de revendiquer aussi dans le message, c'est que j'ai l'impression que c'est le passage obligé. On se sent pousser des ailes, on se sent mieux. Et moi, ça a été un refuge énorme alors que je me sentais extrêmement mal. Et puis après, c'est la dégringolade où tu te rends compte en fait que tu t'es raconté une nouvelle histoire sur l'histoire. Et puis, c'est reprendre pied dans un monde qui est matérialiste pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et c'est rendre ce que j'ai appris réel et au service des relations aux autres, mais pas au service de mon nombril. Oui, oui, oui. Et puis le cheminement, je crois que c'est jamais acquis non plus. Il n'y a pas un moment où on est arrivé, on a tout compris, et quelles que soient les épreuves qui vont nous arriver dans la tronche, on va tout gérer parfaitement parce que on a tout compris. Souvent, la vie nous ramène assez vite à l'humilité, on va dire. Bah ouais, c'est ce qui est joli en fait, c'est que il n'y a pas une identité. Et ça, c'est un peu le message aussi dans le roman graphique, c'est que il n'y a pas une seule identité, on en a plusieurs, et on en a plusieurs avec tous les gens qu'on rencontre et qui nous traversent de leur vécu. Et c'est génial, en fait, on a une espèce de carte au trésor qu'on ne connaît pas. Oui, oui.
Et dans le podcast, tu décris donc cette expérience dont tu as parlé là tout à l'heure avec une prise encadrée médicalement de MDMA. Et comme je te disais avant de commencer l'interview, je trouvais ça intéressant aussi parce que on en parle pas mal en ce moment. Hein. Là, il y a un documentaire sur Arte que je viens de mettre d'ailleurs sur Sweet Planet. Il y a eu 4 documentaires sur Netflix aussi sur les substances MDMA, psilocybine. Il y a un documentaire par substance. Et donc, c'est étonnant parce que pour travailler sur la peur, en fait, j'ai écouté ce matin le passage où tu racontes cette expérience avec la MDMA et où tu as peur. Donc, tu travailles sur la peur, tu te mets dans des situations, c'est ça que je trouve assez drôle, en fait, des situations qui te font peur, mais la MDMA, apparemment, de ce que j'ai compris, t'a rapproché de façon assez spectaculaire quand même de ce que tu cherchais. Et je me suis demandé si certaines des sensations qui sont décrites et illustrées dans le roman graphique, où là arrive justement cette couleur, que l'on ressent. Les dessins sont simples et en même temps, la couleur, on n'a pas besoin d'effets comme aujourd'hui, les filtres pour augmenter les couleurs sur les photos. C'est très doux, c'est pastel et en même temps, comme on est dans du noir et blanc avant, on ressent cette respiration de cette couleur qui arrive, de cette vie, cette joie qui reprend le dessus là à un moment. Donc je me suis demandé si certaines des sensations décrites et illustrées dans le livre étaient un peu liées aussi à cette expérience avec la MDMA en termes de couleur, d'ouverture ou pas du tout. Alors, pour revenir à ta question, c'était plutôt pourquoi je fais le choix de la MDMA. Quand je suis en train de chercher, entre guillemets, le remède miracle à ce choc post-traumatique qui se pérennise, je commence à m'intéresser à tout ce qui existe et je vais tomber sur des travaux de recherche qui sont réalisés aux États-Unis sur toutes les thérapies qui sont accompagnées par des drogues. Et je vais comprendre en fait que ces recherches, elles ne sont pas neuves, elles existent depuis les années 70 aux États-Unis et que c'est un pan de recherche qui a été enlevé des bibliothèques scientifiques à des fins politiques à l'époque. Tout à fait. Parce que la substance MDMA, en fait, va sortir des laboratoires où elle est étudiée et va être prise à des fins récréatives par tout un pan de communauté hippie. Et en fait, Nixon, à l'époque de la guerre du Vietnam, se dit « attention, danger, toute cette mouvance hippie est anti-guerre » et donc ils vont diaboliser la substance et ils vont effacer toutes les recherches scientifiques et psychiatriques qui sont faites avec cette matière. Et donc, heureusement, depuis quelques années, ces recherches sont remises en place et permettent aujourd'hui un cadre légal aux États-Unis avec certaines substances. Alors, pas la MDMA, mais la psilocybine, le LSD, etc. C'est une voie d'espoir très sérieuse en matière de santé mentale pour aider dans le cas de dépression grave, dans le cas de stress post-traumatique, d'addiction. Donc c'est un pan de recherche qui est en train de revenir, qui est aussi étudié en France, même si on a encore plus de retard aujourd'hui. Il y a la Société française des psychédéliques qui continue ce travail de recherche. Il y a des études à Sainte-Anne aussi qui sont faites actuellement. Oui, je crois qu'il y a une étude c'est pas à Nîmes aussi en ce moment? Si, il y en a plusieurs conjointement. Il y en a en Suisse aussi? Oui, alors en Suisse, c'est légal pour certains patients. Je pense que c'est en fin de vie ou dans un cadre peut-être d'euthanasie ou d'aide à la fin de vie. En Israël aussi, on soigne les soldats en choc post-traumatique grâce à la MDMA. Au Canada et en Australie, il me semble. Donc ça existe réellement et c'est quelque chose qui pour moi est important parce que ça amène une nouveauté dans un monde psychiatrique qui est enfermé dans une seule façon de faire. Et qui pour moi est un petit peu vieillissante et se remet pas vraiment en question. Donc je trouve que c'est génial. Bien d'accord. Et il y a des résultats assez spectaculaires, pas sur tout le monde, mais sur une quantité de gens assez importante pour que ça mérite d'avancer assez vite quand même. Absolument. Donc moi ça m'a fascinée. J'ai moi-même été, parce que j'ai le profil de journaliste et au départ c'était une curiosité scientifique aussi. J'ai assisté à 2 jours de conférences avec des grands psychiatres et j'ai vu devant moi une personne qui avait une maladie chronique, une sclérose en plaques.
et qui venait témoigner. Je suis tombée en larmes devant ce témoignage. Cette personne avait 35 ans, elle était debout et elle expliquait que 5 ans plus tôt, elle n'était plus en mesure de marcher et qu'elle n'avait plus de désir de vivre parce qu'elle se disait mais à quoi bon en fait? Je n'ai pas de perspective d'avenir. Quel est le but de mes journées? Aucun. J'ai plus aucune autonomie physique. J'ai toute ma tête et je suis face à cette maladie qui me grignote. Et là, elle était debout et elle disait, voilà, j'ai été accompagnée par un psychiatre, j'ai été suivie grâce à des substances psychédéliques. Je pense que c'était de la psilocybine, donc le champignon. Oui. Et en fait, elle retrouvait joie, elle retrouvait un émerveillement dans la vie, dans ce quotidien qui ne répond qu'à un court terme, parce qu'elle sait que de toute façon, à long terme, elle va perdre la vie à un moment donné. Et en fait, j'avais été sidérée de voir cette lumière qui émanait de quelqu'un qui a vraiment pas de chance dans la vie. C'était grâce à cette thérapie. Donc moi, ça m'a bouleversée. Je me suis vachement intéressée. J'ai lu énormément d'ouvrages par rapport à ça. Mais en même temps, c'est ce que je raconte dans le podcast. J'étais terrifiée à l'idée d'aller prendre de la drogue parce que j'avais jamais pris de drogue de ma vie. Et par ailleurs, j'avais un papa qui est médecin, donc à un moment donné, lui annoncer que j'allais prendre de la drogue. Dans un cadre illégal, même si c'était accompagné d'un thérapeute, pour aller bien, je me disais, mais que suis-je en train de devenir? Et est-ce que ça va m'aider ou est-ce que ça va être pire? Oui, c'est ça. Et la réalité, c'était aussi que ça venait, et ça je m'en suis aperçue avec le temps, c'est que cette recherche frénétique de thérapie et de thérapies qui sont plus invasives, parce que la substance, ça vous met dans un état second, dans un état altéré de conscience, donc c'est dangereux par ailleurs, parce que c'est un endroit, la prise de substances et de drogue, ça met dans un état altéré de conscience, mais c'est un endroit aussi où on vient jouer avec tout ce qui est de l'ordre de l'autobiographie. C'est-à-dire que des souvenirs peuvent ressurgir, des vrais souvenirs, des faux souvenirs, et il faut faire très attention à ce que viennent raconter ces tripes, parce que c'est pas toujours vrai, parce que ça peut être transformé. Il s'agit aussi de reprendre pied par la suite avec un thérapeute qui peut aussi vous ramener à qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est de l'ordre du rêve. Et donc tout ça, c'est... Il y a une part de risque. Il y a une part de risque parce que ça vient troubler le récit qu'on se fait de soi-même et ses souvenirs. Oui. Oui, et puis alors du coup, j'ai pas répondu à ta deuxième question qui concernait l'arrivée des couleurs dans le roman graphique. La volonté, c'était pas de faire un rapprochement avec la MDMA, mais c'était vraiment, je me suis aperçue que pour autant, j'avais, c'est vrai, fait cette expérience de MDMA avant de faire cette expérience du silence, et je me suis aperçue finalement que l'expérience la plus intense que j'avais vécue, c'était être en silence, en train de respirer dans une salle et de méditer. Et en effet, mon cerveau partait dans des envolées où j'avais tout d'un coup l'impression d'inventer le truc qui allait révolutionner le monde des déchets avec une poubelle de tri. Et en fait, il y a beaucoup de choses. En fait, je pense que l'état altéré de conscience, on peut l'atteindre avec une drogue au bout de 45 minutes, mais on peut aussi l'atteindre à force de méditer. Oui. Capacité d'élévation, d'illumination, de réflexion, d'inspiration, il est dans chacun de nous et on peut le trouver dans simplement l'acte méditatif. Et je me suis dit, mais en fait, j'avais pas besoin de prendre de la drogue pour arriver à ces élans-là. Oui. Voilà. Et les personnes qui ont fait cette retraite de silence en même temps que toi, je me demandais, est-ce qu'elles ont vécu des expériences aussi concluantes que toi, toutes? Est-ce que tu sais? Non, je pense pas. Et j'ai eu, à la suite de la sortie du roman graphique, j'ai reçu pas mal de témoignages, etc. Et en fait, non, vraiment pas. Je pense que chacun y va et a une trajectoire différente. Donc, c'est surtout pas une volonté de dire allez-y, vous allez triper. Pas du tout. Je pense que c'est pas du tout un automatisme. C'est quelque chose qui prend du temps et on peut aussi, je me souviens que mon compagnon, lui, m'avait expliqué que pendant 10 jours, il avait buté avec des douleurs corporelles. Ah oui, oui, parce que oui, on n'a pas parlé de ça, mais parce qu'en fait, au début, elle doit partir, automne, donc elle doit partir avec son compagnon. Enfin, elle s'inscrit avec son compagnon, puis ça se passe pas vraiment comme prévu. En fait, c'est comme s'il fallait vraiment qu'elle se retrouve en isolement, quoi. Oui, complètement. Alors, là, c'est vraiment, ça illustre ce qui s'est passé dans la vie. Oui. Mon compagnon avait, lui, déjà expérimenté cette retraite de silence 10 ans auparavant.
Donc il m'avait parlé de ça et moi je m'étais dit je vais être incapable. Moi qui parle beaucoup, qui suis surexcitée, Oui. trop émotive, impossible de me dire tu vas te taire pendant 10 jours. Mais je trouve l'expérience assez intéressante et je me dis bah c'est cool, on va le faire à deux. Oui. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que à la veille du début de la retraite, je reçois une confirmation par mail à 23h que j'ai une place et lui pas. Oui. Et en fait, il va lui être proposé d'être bénévole pendant ces 10 jours parce qu'il avait déjà fait l'expérience de cette retraite auparavant. Et donc, il va rester en tant que bénévole. Et au final, oui, c'est vrai que moi, je vis ça à nouveau comme une situation d'abandon. Je me dis, mais moi, je voulais qu'on le fasse ensemble. Et en fait, on ne le fait pas ensemble. Et toute la question au début de la retraite, c'est est-ce qu'il est resté? Est-ce qu'il a accepté de rester? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'abandonne? Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'il me trompe? Oui, on voit tout ce qui te passe par la tête et comment ça prend des proportions aussi. Ouais. Mais c'est drôle parce que la façon dont tu l'amènes, on comprend bien que c'est quand même comme s'il y avait quelque chose pour que tu sois obligé de tout lâcher, quoi, que tu puisses plus te raccrocher à tes repères. Il y a plus de repères du tout, en fait, puisqu'il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'écran, il y a pas de contact, vous n'avez pas le droit de parler entre vous. Donc, est-ce que tu as ressenti que c'était vraiment une nécessité dans le processus, en fait, cette forme de détachement-là, qui s'opère très concrètement, en fait? Oui, totalement, parce que en fait, la première chose que l'on découvre dans le silence, c'est qu'il est tout sauf silencieux et qu'il est très bruyant. Et que quand on ne donne plus d'informations nouvelles à son cerveau, il continue quand même d'en créer par lui-même. Donc c'était déjà une première prise de conscience, c'est ok, souvent je me dis que les autres viennent compliquer ma vie, mais toute seule, je le fais très bien. Oui. Donc, et puis, c'était hyper intéressant de voir comment l'obligation d'immobilité, parce que l'idée c'est d'apprendre à rester assis et ne plus changer de position, montre toute cette agitation intérieure, mais physique, des sensations, des feux d'artifice. Enfin, c'est très difficile à qualifier le nombre de choses que l'on perçoit à l'intérieur de son corps quand il est immobile. Et donc, et ça permet aussi de prendre conscience et de mettre une distance par rapport aux pensées. C'est-à-dire que c'est des passages, les pensées, les sensations, les émotions viennent un temps, et soit on s'y accroche et ça devient des ruminations, Oui. soit on les laisse passer et ça aide à passer à autre chose et à revenir à ok, je respire, c'est une histoire que je me raconte, il ne se passe rien, je ne suis pas en train de mourir, je ne suis pas en train de mourir dans mon propre corps. Et je ne dois pas croire les histoires qui me traversent, quoi. Oui. On voit bien, en fait, dans la façon dont c'est raconté dans le roman graphique, le temps a l'air de s'étirer au début, alors désespérément. Les heures de méditation qu'elle doit suivre avec les autres sont interminables. Elle a mal physiquement. Et puis le soir, un moment est consacré à l'écoute, avec des écouteurs, donc toujours seule. Et dans ces écouteurs, elle entend des phrases qui sont dites par un accompagnant, on va dire. Et par exemple, page 61, alors on la voit avec ses petits écouteurs, c'est très dénudé, on sent l'austérité dans les images. Lorsque quelqu'un vous blesse ou vous insulte, la douleur est réelle. Maintenant, remarquez votre tendance à alimenter la situation par la rancœur. L'émotion est passagère, mais vos pensées la prolongent et l'amplifient. La méditation vous entraîne à accueillir ce que vous ne pouvez changer. L'esprit précède tout le reste. Pensée, parole et acte. Ce qu'on retrouve dans beaucoup de spiritualité. Seul un mental troublé conduit aux insultes, voire à la violence, et seul un esprit paisible peut engendrer la paix autour de lui. Donc je me suis demandé si ces phrases que tu as choisi de reproduire ici, est-ce que c'était celles qui t'avaient été le plus utiles, ou est-ce que tu avais aussi souhaité transmettre quelques clés à tes lectrices et lecteurs? Comment tu les as choisies? En fait, l'expérience que j'ai suivie, ça s'appelle la retraite Vipassana. Oui. Et en réalité, c'est vrai que chaque jour, à la fin chaque soirée, on est accompagné d'une forme de discours, de pensées qui sont tirées du bouddhisme. Mais d'accord. ma volonté, c'est que, et c'est pour ça qu'il y a une note préalable au roman graphique, c'est que j'avais fait beaucoup de thérapie et mon objectif n'était pas de mettre en avant une religion ou un dogme, et ça ne représente pas réellement ce qui se passe dans une retraite Vipassana. J'ai fait des coupes, j'ai romancé l'expérience, et par ailleurs je me suis servi de tout ce que j'avais appris.
Donc ça ne reflète pas un enseignement précis, Oui. mais plutôt l'accumulation de ce que j'ai pu apprendre au fil de ces 10 ans de parcours thérapeutique. Et, mais c'était surtout ce que je retenais et ce qui m'a été utile et ce qui m'est encore utile aujourd'hui dans la vie pour prendre de la distance par rapport à ce que je ressens, par rapport à la possessivité, à la jalousie, à le fait en effet de clairement accepter que tout est temporaire, en mouvement et que ce qui nous arrive et que jamais il ne faut prendre une espèce de stature de Bouddha disant non mais tout est ok, tout est juste. Moi, il y a cette phrase tout est juste me rend malade parce qu'en fait non, tout n'est pas juste dans la vie. Il y a des situations d'injustice et ça, faut pas le remettre en question. Pour être heureux, il faut juste accepter que oui, il y a des choses qui sont pas justes, mais qu'on n'aura peut-être jamais gain de cause dans ces situations, et que l'acceptation vient du fait de c'est arrivé, et comment je fais pour ne pas tenter de m'y accrocher et le nourrir au présent et dans le futur. Et comment moi je peux me positionner dans mon mouvement intérieur pour me dire, ok, qu'est-ce qui moi, comment je peux changer mon comportement pour éviter que ça se reproduise, sachant qu'après, c'est ça. On peut pas tout décider, on peut pas tout contrôler, quoi. Non, mais on peut apprendre un petit peu au fur et à mesure Ouais, pour que ça se passe un peu mieux. Donc, par rapport à la surabondance d'informations, de sollicitations à nos rythmes de vie, on voit bien au fur et à mesure que l'on avance dans le livre comment le silence permet le recul, permet de prendre une saine distance avec tout ce qui nous envahit, qui nous dévore parfois, et l'importance de libérer de l'espace en soi pour retrouver ses pleines capacités de réflexion. Et là, Automne commence à voir les choses autrement, avec de la couleur verte d'ailleurs, qui arrive dans les images en noir et blanc, et on lit donc ce qu'elle pense, page 105. Voilà, donc elle dit... elle a la main sur la porte, elle dit « Il s'agit d'un art de vivre à cultiver, jour après jour, avec patience et discipline. » Là, on la voit assise dans la chambre qui est en noir et blanc, avec une fenêtre et qui donne vers... donc, il y a un petit carré avec de la verdure et de la couleur verte dans l'image. Quelle espèce vaniteuse et caricaturale sommes-nous devenus, hyper connectés et profondément déracinés d'elle-même et de son environnement. Nous persistons à tout épuiser, avec l'alibi du progrès face à toi, modèle de coopération. Cette prise de conscience, elle était présente dans ta vie déjà, cette prise de conscience écologique apparemment, enfin de ce lien sur ce que tu disais au tout début de l'interview. Où est-ce qu'elle apparaît à ce moment-là, cette prise de conscience pendant cette retraite ? Ouais, elle apparaît à ce moment-là parce que c'est vrai que le seul... entre guillemets refuge pendant ces 10 jours d'isolement, c'est ces arbres autour et cette nature. Les moments de divertissement, pour ceux qui restent, ce sont les repas. Et les repas, c'est les aliments qui nous viennent de la nature. Et parce que c'est une nourriture qui est végétale, essentiellement. Oui. Et l'autre soutien, c'est de pouvoir se promener dans un jardin. Et il y a vraiment... Et ce n'est pas un élan écologique intellectuel qui arrive, c'est quelque chose de très sensoriel à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a cette sensation de regarder les arbres et d'avoir la sensation peut-être un peu mystique qu'ils sont là pour nous protéger et pour nous aider à comprendre qu'on a complexifié nos vies, on s'est cru à nouveau très important, alors que eux, ils sont là depuis des millénaires et leur système de fonctionnement, il est très collaboratif. Alors, je ne vais pas faire des grands... J'ai pas fait une thèse sur ça, mais globalement, l'idée, c'est de coexister. Et en fait, et nous, on est là à chercher à être le meilleur, à faire toujours plus. Et cette espèce de confrontation à la simplicité du monde végétal autour qui continue de progresser et d'être là et de nous soutenir. Et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant à vivre, mais c'est une réalité. C'est que moi, je me suis sentie soutenue par ce cadre naturel. Et c'était une ressource physique et visuelle qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a permis de m'apaiser. Et oui, on se moque beaucoup des gens qui font des câlins aux arbres, mais moi, je suis devenue cette personne. Bravo. Et aujourd'hui, quand mon système nerveux part en vrac, je sais que quand je vais me poser dans le gazon, je ressens profondément l'énergie remonter dans mon corps et
Et ouais, ça peut paraître complètement fou, mais c'est une réalité physique. Donc là, c'est là où on accepte de quitter sa tête et de revenir à son corps comme des animaux, parce que c'est ce qu'on est. Euh, on s'aperçoit que cette collaboration, elle peut venir dans des détails du quotidien. Oui. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que visiblement, ça n'a pas été juste au moment de la retraite. C'est quelque chose qui s'est inscrit dans la durée et que tu peux y retourner. Si tu te rassois dans l'herbe, que tu fais un câlin à un arbre, tu refais surgir, tu ressens cette connexion, ce lien, tout ce que tu as ressenti à ce moment-là. C'est pas maintenant quelque chose qui est inscrit à un moment T dans le passé et la vie a repris le dessus comme avant. Il y a un avant, un après. Tout à fait, c'est une ressource qui continue d'être très importante dans ma vie et qui me recentre sur, à nouveau, sur ces moments où je peux avoir le cerveau qui part en vrille, dans des ruminations, dans des inquiétudes, dans des peurs. Tout d'un coup, je vais me dire, ok, tu peux redescendre parce que à nouveau, tu te racontes une histoire qui n'est pas très importante. T'as un toit, t'as des gens qui t'aiment, tu vas trouver des solutions et tout va bien en fait. Et l'existence humaine peut être juste ça. Être capable de subvenir à ses besoins primaires et profiter de tout ce que le monde a de beau à nous offrir. En fait, si tout le monde avait cette conscience de ce rapport simple aux choses, peut-être qu'on serait moins dangereux les uns pour les autres et peut-être qu'on aurait moins d'aspirations matérialistes et capitalistes. Mais bon, le monde irait mieux. Oui, mais après, c'est peut-être un peu niais à nouveau et utopiste parce que je suis pas dans la politique et que vraiment mon compte en banque ne me permet pas de donner des grandes leçons de vie aujourd'hui. Donc, j'ai pas trouvé le système capitaliste parfait pour moi et qui puisse permettre de trouver un équilibre sain. Mais je crois que c'est ce que vivent plein de gens aujourd'hui et c'est pas juste du ressenti ou une façon de voir les choses. Je pense que tout ce qui se passe très concrètement sur la planète en ce moment nous montre qu'il faut absolument qu'on change notre rapport, justement qu'on revienne à ce ressenti de rapport à la nature et de notre interdépendance avec et du fait qu'on ne peut pas la piétiner et que tout ce que tu décris là. Oui, bah oui. C'est vrai qu'il y a un truc de réassainissement de notre rapport à tout. Et ça, c'est la clé de ces 10 jours, c'est ça. C'est waouh. Ok, est-ce qu'on peut revenir à la simplicité de ce qu'est être humain et arrêter de se sentir si important en fait. Oui. Ce qui fait du bien aussi dans ce livre, c'est l'humour, parce que on a souvent le sourire aux lèvres. Enfin, moi, j'avais beaucoup le sourire aux lèvres en lisant, et puis alors en écoutant le podcast aussi. Ah. Et cet humour, justement, pour rejoindre ce que tu étais en train de dire, il vient beaucoup de l'autodérision, qui du coup apporte une bonne dose d'humilité à toutes tes analyses sur ce que tu traverses et sur tout ce monde de développement personnel et de réflexion qui peuvent toucher la plupart d'entre nous. Donc, est-ce que c'était vraiment un choix que ça fasse partie du récit, cette autodérision et cet humour qui est présent dans le livre, hein, vraiment aussi? Oui. Bah, ça a toujours été moi, depuis, j'ai une carrière de journaliste avant. Oui. Ma base, c'était ça. Oui. Et je me souviens qu'en banc d'école, j'avais beau vouloir traiter des sujets sérieux, ma priorité, c'était de mettre un trait d'humour parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé ma vie professionnelle dans un JT pour enfants. Oui, en Belgique, puisque tu es belge. Exactement. J'avais un besoin de raconter des histoires sérieuses, mais avec ce petit décalage, le plaisir et ce rire, parce que moi, mes profs et les profs qui m'ont marqué dans mon apprentissage, c'était ceux qui arrivaient à me donner cette passion et qui avaient cette espèce de façon d'approcher les choses de façon décomplexée. Et donc, ce sourire, pour moi, est un grand moyen mémotechnique. D'accord. Donc, il y avait ce choix. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé trop de ça, mais pour moi, toute cette trajectoire thérapeutique, elle se solde par un retour à l'émerveillement et à la joie profonde dans des petites choses. Oui. Et c'est pour ça que, dans le roman graphique, c'était important pour moi que Manon Carsanti, l'illustratrice, elle travaille sur un côté noir et blanc dans le quotidien et qu'il y ait cette couleur qui apparaisse au fil du récit avec la joie, avec le contact avec la nature, avec l'ouverture de cœur. Oui. Et donc... moi, c'est ma façon de vivre les choses. En fait, c'est que je peux pleurer et 2 secondes après, je vais rire.
Et les 2 coexistent et c'est parfaitement OK. Et qu'est-ce que ça aide de rire quand on est malheureux aussi. Alors c'est pas forcer le rire, mais c'est accepter qu'il y a eu des soins ou des situations thérapeutiques et pendant cette retraite de silence, il y a eu des moments hilarants où je me suis trouvée ridicule, où je me suis pris des fous rires et c'est peut-être les seuls sons qui sont sortis de ma bouche à ce moment-là. Mais des fous rires énormes, compte tenu du fait des pensées qui me traversaient et bah oui, ces situations où j'étais là en train de réfléchir au tourment de ma vie, où j'étais là, mais calme-toi, redescends. Et en fait, ça fait du bien de pas se prendre au sérieux parce Oui, que c'est ça. l'existence humaine est quand même assez ridicule. On sait tous qu'on va crever, on sait pas quand, et il faut s'habituer à ça. Donc, est-ce qu'on peut à la fois prendre les choses au sérieux, respecter nos émotions dramatiques, mais aussi rire un bon coup, quoi. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, tu as aussi l'humour très présent dans Welcome to the Jungle. Alors, tu peux nous en dire quelques mots aussi, parce que Oui. ça vaut le détour aussi, hein, quand même. Ah là là, quelle joie. Oui, c'est vrai qu'en fait, avec l'entreprise Welcome to the Jungle, qui a un média, on a imaginé un concept d'interview. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup, quand je travaillais chez TF1 comme journaliste. Dans 50 minutes inside. Exactement. Je faisais beaucoup d'interviews d'artistes. Donc, c'était assez fascinant pour moi parce que c'est presque alors c'est peut-être un peu con, mais un travail anthropologique d'aller comprendre l'aspect de notoriété à travers ces stars plus ou moins connues. Oui. Et j'avais très peu de temps pour créer une relation de confiance avec eux sur des tapis rouges, dans les interviews promo. Et ça me fascinait. Et donc, l'entretien d'embauche, c'est un concept d'interview où je fais une interview d'artiste, mais que je cache dans un faux entretien d'embauche. Donc, je pose des questions depuis un personnage de DRH très bien coiffé, un petit peu coincé, un peu pas très sympathique. Oui, le ton, tu es très bonne comédienne, hein, parce que le ton, c'est vrai, mais en même temps, comme il y a l'humour, on voit bien que tu n'es pas vraiment désagréable. Oui, l'objectif était, et puis après, par ailleurs, ils me connaissent, donc ils savent que j'ai déjà beaucoup de respect pour leur travail, mais que l'intérêt de poser des questions normales à des gens qui ont des vies extraordinaires, c'est ce petit décalage où en fait, il y a des situations qui peuvent être proches du sketch, où ils peuvent en fait raconter comment ils vivent leur rapport à la normalité. Oui. Dans leur vie, qui ne répond pas à un 10-19, qui ne prévoit pas un système de fonctionnement comme on nous l'a appris. Oui. Et en fait, nous, on est tous portés à passer... Enfin, moi, je passe des entretiens d'embauche, on me demande qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans. J'en sais rien. Et en fait, personne n'en sait rien. On se raconte juste et on a juste appris à répondre à ces questions qui sont à nouveau liées à un aspect productif et à un aspect de rentabilité. Mais et malheureusement, je trouve que c'est vraiment tellement pas les bonnes questions. Ah non, parce qu'on sait pas ce qui nous arrive dans la vie et que c'est lié à plein d'autres trucs. Et donc, pouvoir dessiner ça à travers des personnes qui ont réussi autrement, c'est décomplexant. Et moi, ça m'amusait beaucoup parce que j'ai pu faire beaucoup d'humour, mettre des traits d'humour. Et il y a cette situation de fausse non-connivence dans un premier degré, mais en réalité, ça crée une situation de jeu et de confidence assez étonnant. C'est-à-dire qu'ils viennent répondre à des questions qu'on leur pose jamais. Oui. Donc, ils se dévoilent et ils se confient sur leur santé mentale, sur le rapport à la notoriété. Et ça, moi, ça m'éclate parce qu'il y a vraiment comment s'est créé ce succès, cette carrière, les moments où ils en ont chié. Et à la fois, on peut rire de tout ça avec ce personnage de DRH antipathique, mais un peu pince sans rire aussi. Donc voilà, ouais, c'est très amusant pour moi ça. Oui, c'est assez savoureux. Donc je vais mettre dans le descriptif du podcast, parce que donc, le podcast, il est mis en ligne sur le site sosweetplanet.com. Donc là, avec en général des visuels, des vidéos, s'il y a des vidéos. Donc je mettrai 1 ou 2 épisodes. Je vais mettre les liens vers ton podcast en 2 épisodes qui est lié. On va donner le titre exact du podcast. Et alors, le podcast s'appelle Anne-Sophie et le loup. Et c'est donc un podcast qui est dans la tranche émotion de Louis Média. Et c'est donc en 2 épisodes. Oui, donc je vais mettre aussi le lien, et puis le lien évidemment vers le site comme d'habitude, des libraires indépendants pour celles et ceux qui auront envie d'aller acquérir ce livre. Alors après le son avec le podcast, l'image avec le roman graphique, est-ce que finalement tu as quand même envie d'arriver jusqu'au film ou plus du tout? Évidemment, bon. Évidemment. D'accord. Évidemment. Ouais, je suis en pourparlers pour des adaptations. Ah, donc ça, c'est en cours.
Ouais, c'est en cours. Et d'ailleurs, j'en profite quand même pour te dire, Anne, Oui. que si je peux me permettre d'inviter les auditrices, il y aura une séance de lancement du roman graphique le 25 septembre à la librairie Le Merle-Moqueur, Ah, très bien, je vais le qui noter. est Alors, attends. dans le 20e, si je me trompe pas. Donc, il y aura sans doute un petit moment de questions-réponses, un moment de dédicace, et on passera aussi la bande-annonce du podcast pendant cette soirée. Et pour les entretiens d'embauche, je dirais qu'il y a des invités un peu, moi, qui sont mes petits chouchous. Oui. Je pense que j'ai adoré faire cet exercice avec le chef Philippe Etchebest. Ah, c'est celui que j'ai regardé. Oui. Ah voilà, Tristan Lopin est très amusant. Il y a Oui. aussi Artus. Oui. Il y a le chanteur, enfin rappeur plutôt, Youssoupha. Et puis il y a, pour moi, le petit ovni, c'est Émeric Lompré, qui vraiment ne passe jamais d'entretien d'embauche, en tout cas. Ça, Oui, c'est j'en ai vu un petit bout sur Instagram là tout à l'heure. quelle joie, mais quelle joie. Mais c'est vraiment et pour celui-là, c'est marrant parce qu'on a fait une capsule bêtisier tellement. J'étais prise d'un fou rire nerveux que je devais contenir. Donc, je remercie mes cours de théâtre de m'avoir appris à dissimuler le fou rire qui m'habitait tout entièrement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres choses à dire avant de terminer? Eh ben, je travaille aussi à des capsules sur de la santé mentale où on peut en parler avec justement des personnalités, mais avec le sourire. D'accord. Toujours. Et on les trouve où, ces capsules? On les trouvera, j'espère très bientôt, mais je peux pas en parler c'est plus. pas encore accessible. Non, mais je croise les doigts pour que ça arrive très rapidement parce que c'est un régal. On va surveiller tout ça. Alors, le livre, 9. Donc 9, oui, quand même, on n'a pas parlé du titre. Oui, c'est vrai. Donc, pourquoi 9? Alors, 9 parce que... bon, spoiler alerte, attention, fermez vos oreilles si vous voulez pas le savoir, mais ce qui m'importe, c'est que il va se passer quelque chose de très important le 8e jour de cette retraite de 10 jours. Mais la réalité, c'est que ce qui m'importe, c'est le renouveau que ça crée le 9e jour. Donc pour moi, le vrai message, c'est plutôt, oui, il y a des choses qui peuvent être pas très reluisantes dans la vie, et ça, on n'y peut rien. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on peut transformer ça en quelque chose de positif? Et puis, c'est aussi la notion neuve de comment on fait peau neuve à la vie adulte. Enfin, je refais cette phrase qui ne veut rien dire, mais c'est le neuf, c'est aussi comment on fait peau neuve à l'âge adulte. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce récit en roman graphique, c'est une mue et c'est une capacité de renaître euh, de ses cendres, de ce qui nous arrive de pas cool. Donc voilà, c'était ça. Et puis en fait, et puis alors astrologiquement énorme, mais bon, parlons un petit peu de ça quand même. En temps d'éclipse, c'est une année 9. Je ne savais pas au moment où j'ai choisi ce titre. C'est une année 9, un grand cycle qui apparemment s'arrête. Et donc c'est assez drôle parce que tout le monde parle d'une année 9 et je trouve que c'est le titre du roman. Donc d'accord. Bah, alors vraiment tout se relie, tout se rejoint, hein, on peut dire là. Oui. Ok, il y a une concordance des temps, voilà, qui ne doit pas être un hasard. Bon, je ne sais pas, mais moi j'avoue que je peux avoir une pensée très rationnelle et structurée, et par ailleurs, oui, être nourrie d'une petite forme de pensée magique, et pourquoi pas, en fait. Oui, je suis assez fétichiste des chiffres, des petits moments, des rencontres, et ça m'a plutôt porté chance, en fait, de suivre aussi cette petite intuition et les heureux hasards de la vie. Oui, la sérendipité. Ouais, exactement. Je pense que la vie, c'est mieux que nous et que il y a plein de moments où moi, j'en ai profondément chié, si je peux me permettre de parler grossièrement. Je n'ai jamais cru que j'allais y arriver. Ça fait 7 ans que je veux raconter cette histoire. J'ai attendu tellement longtemps avant de signer et le roman graphique et le podcast. Et puis finalement, tout est arrivé en même temps. Et voilà, hasard des calendriers, tout arrive en même temps. Et je suis très heureuse que ça existe. Pas parce que je suis persuadée que c'est le résultat merveilleux ou que j'ai fait un truc incroyable, mais juste parce que j'ai eu l'opportunité de raconter cette histoire et que c'est une chance inouïe. Mais j'ai passé 7 ans à patienter pour ce moment. Donc voilà. Oui, et puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut apporter quelque chose à celles et ceux qui le liront. C'est pas juste être spectateur ou spectatrice de ton histoire. On est entraîné dedans, et je trouve que ça permet aussi, si on y est ouvert, de faire un petit cheminement soi-même, ce qui est
pas du luxe quand même, en général. Bon, moi, je pourrais pas le dire moi-même, mais si déjà ça marche pour toi comme ça, c'est que j'ai réussi une petite chose, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. En fait, moi, ce que je me suis dit, et je pense que c'est ce qui a porté mon abnégation dans ces projets qui prenaient 7 ans à se construire, c'est que je me disais, quand j'allais au plus mal ou quand je me sentais perdue par rapport à ce qui me traversait, je suis tombée sur des ouvrages, des romans, des films, et en fait, ça venait tellement réconforter mon cœur de voir que des gens arrivaient à traverser des choses ou à les raconter, que c'était ça qui me tenait, de me dire, et quand je reçois des messages aujourd'hui de gens qui sont touchés, je me dis, en fait, si c'est ça, mon petit galet, si c'est ça, ma petite poussière dans ce monde qui peut être décourageant et désespérant, si ça met du baume au cœur, l'espace de quelques instants à des personnes, mais je me suis refaite. C'est la plus belle des récompenses. Oui. Voilà. Eh bien, bravo pour ce chemin, bravo pour ce beau roman graphique, bravo aussi à Manon Carcenti pour ses très belles illustrations. Le lien, vous pourrez le trouver comme d'habitude dans le descriptif du podcast pour acquérir ce très beau roman graphique qui est paru aux éditions Tana, qui nous livre régulièrement de très belles choses aussi. Donc, merci beaucoup Anne-Sophie. Et puis, surtout, belle et bonne continuation. On a hâte de voir la suite des projets qui sont en cours. Oh là là, moi aussi, mais merci beaucoup pour l'invitation. Je suis trop contente. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. Sauce Suite Planète, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.